Sors de la photo. Ton visage gâche tout. Il a ri, fort, devant tout le monde. Et moi, j'ai juste continué à marcher. J'ai dit quelques mots au serveur, je suis montée dans ma voiture, et je suis partie sans regarder en arrière. Plus tard ce soir-là, un de ses amis m'a envoyé un message. Il pleure encore. « Bonjour, je m'appelle Céline Dumas, j'ai 47 ans. Et ce que je vais vous raconter est l'histoire de la nuit où j'ai cessé d'exister pour quelqu'un, et où j'ai commencé à exister vraiment pour moi-même. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Cela m'aide énormément. Merci de votre soutien. Maintenant, laissez-moi vous raconter. Paris, octobre 2024. Il pleuvait ce soir-là. Une pluie fine, presque invisible, qui rendait les pavés du 6e arrondissement glissants et luisants sous les réverbères. Le restaurant Le Jardin des Sens était illuminé comme un écrin. Des bougies partout. Des fleurs blanches sur chaque table. J'avais tout organisé. Tout. Les invitations, le menu dégustation, les vins, la musique, les places assignées. 40 personnes. Sa famille, ma famille, ses amis d'enfance, ses collègues. Tout le monde était là pour fêter ses 42 ans. Olivier, mon mari, enfin. C'est ce qu'il était encore à ce moment-là. Je portais une robe noire simple. Rien d'extravagant. J'avais attaché mes cheveux en chignon bas, du rouge à lèvres discret, du correcteur sous les yeux pour masquer les cernes. Les cernes de quelqu'un qui ne dort plus vraiment depuis des mois, depuis des années, peut-être. Je souriais, je saluais les invités, je vérifiais que tout se passait bien, que les serveurs étaient attentifs, que les verres étaient pleins, que personne ne manquait de rien. C'était mon rôle, celui que j'avais toujours tenu, celui de la femme qui fait en sorte que tout fonctionne. Pendant qu'Olivier riait avec ses amis au bar, un verre de whisky à la main, moi je m'assurais que la soirée soit parfaite, pour lui. Vers 22h30, Laurent, son meilleur ami depuis le lycée, déjà bien éméché, a crié « Allez, tout le monde, on fait une photo du prince de la soirée !» Tout le monde s'est rassemblé autour d'Olivier. Les rires fusaient, les verres se levaient. Je me suis approchée naturellement. Je me suis placée à côté de lui, à ma place, celle que j'occupais depuis 20 ans, celle de l'épouse, celle qui sourit sur les photos de famille, celle qui est là, toujours là, discrète mais présente. Olivier m'a regardé. Il m'a regardé de haut en bas. Ses yeux étaient vitreux. L'alcool sans doute, ou peut-être autre chose. Il a marqué une pause. Puis il a dit, assez fort pour que tout le monde entende, « Sors de la photo, ton visage gâche tout. » Et il a éclaté de rire. Laurent a ri aussi. Quelques autres ont suivi, gênés. D'autres ont baissé les yeux. Certains ont fait semblant de ne pas avoir entendu. Mais moi, j'ai entendu. Chaque mot, chaque syllabe, chaque éclat de rire. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas giflé personne. J'ai juste reculé. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Je suis sortie du cadre de la photo. Mais je n'ai pas arrêté de marcher. J'ai traversé le salon. J'ai pris mon sac à main sur la chaise près de l'entrée. J'ai regardé vers la table des enfants. Lucas, 11 ans, et Emma, 9 ans, étaient assis là-bas, en train de dessiner sur les nappes en papier. Ils ont levé les yeux vers moi. Ils ont compris immédiatement. Ils me connaissent. Ils savent lire sur mon visage ce que les autres ne voient jamais. Venez, maintenant. Ma voix était calme, trop calme. Lucas s'est levé sans poser de questions. Emma a attrapé son petit sac à dos rose. Ils m'ont suivi. En passant près du bar, j'ai croisé le serveur qui avait servi le champagne toute la soirée. Je me suis arrêtée devant lui. Il m'a regardé, surpris. J'ai dit, d'une voix basse mais parfaitement claire, « Dites-lui que le dernier papier qui le protégeait a cessé d'exister ce soir. » Le serveur a cligné des yeux, l'air perdu. Mais j'ai vu qu'il avait enregistré. Il hocherait la tête plus tard. Il répéterait ces mots, et Olivier comprendrait. Oh oui, il comprendrait parfaitement. Je suis sortie. Lucas et Emma marchèrent derrière moi, silencieux. La pluie tombait plus fort maintenant. Les gouttes froides sur mon visage se mélangeaient à quelque chose d'autre. Mais je ne pleurais pas. Pas encore. Pas devant eux.
J'ai ouvert la portière de la Peugeot grise garée en face du restaurant. Les enfants sont montés à l'arrière. J'ai démarré. J'ai quitté la rue Saint-Dominique sans regarder dans le rétroviseur, sans un dernier coup d'œil vers les fenêtres illuminées du restaurant. Sans hésitation. La voiture glissait lentement dans les rues mouillées de Paris. Les essuie-glaces battaient un rythme régulier, hypnotique. Je ne savais pas encore où j'allais. Juste. Ailleurs. Loin. Je me suis arrêté à un feu rouge, boulevard Raspail. C'est là que j'ai regardé dans le rétroviseur. Lucas me fixait. Ses grands yeux noirs, si sérieux pour un enfant de 11 ans, étaient posés sur moi. Et il a dit « Maman, tu es la femme la plus forte et la plus belle que je connaisse. » Ma gorge s'est serrée. J'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de moi. Quelque chose que je retenais depuis tellement longtemps. Emma s'est penchée en avant et a posé sa petite main sur mon épaule. « Maman, nous aussi on est fatigués de papa. On l'aime, mais on est fatigués. » Sa voix était si douce, si sincère. Elle avait 9 ans. 9 ans. Et elle comprenait déjà ce que moi, j'avais mis des années à accepter. Les larmes sont venues d'un coup, pas des sanglots. Juste des larmes silencieuses qui coulaient sans que je puisse les arrêter. J'ai tendu ma main en arrière. Lucas et Emma l'ont prise en même temps. Nous sommes restés comme ça, tous les trois, dans cette voiture arrêtée à un feu rouge, sous la pluie parisienne, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Le feu est passé au vert. J'ai essuyé mes yeux, j'ai respiré profondément, et j'ai redémarré. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je ne l'ai pas regardé tout de suite. J'ai continué à conduire. Direction Montparnasse, notre appartement. Enfin, mon appartement. Celui que j'avais acheté avant même de rencontrer Olivier. Celui qui portait mon nom sur les papiers. Pas le sien. Jamais le sien. J'avais toujours été prudente, même quand j'étais amoureuse, même quand je croyais encore que l'amour suffisait. Arrivé devant l'immeuble, j'ai garé la voiture. Les enfants sont descendus en silence. Nous avons monté les escaliers jusqu'au 4e étage. J'ai ouvert la porte. L'appartement était plongé dans l'obscurité. J'ai allumé les lumières. Tout était à sa place. Comme toujours, parce que j'étais celle qui rangeait, celle qui nettoyait, celle qui s'occupait de tout. Allez vous coucher, mes amours. Il est tard. Lucas m'a embrassé sur la joue. Emma m'a serré fort dans ses bras. Puis ils sont partis vers leur chambre. J'ai attendu d'entendre leur porte se fermer avant de m'effondrer sur le canapé du salon. C'est là que j'ai sorti mon téléphone. Une notification. Un message de Julien, un collègue d'Olivier. Nous nous connaissions à peine. Je l'avais croisé 2 ou 3 fois lors de dîners professionnels. Il pleure encore. Il ne s'arrête pas. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? J'ai fixé l'écran pendant plusieurs secondes, puis j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais plus rien entendre, plus rien savoir. Je me suis levée. J'ai traversé le salon jusqu'à mon bureau. J'ai ouvert le tiroir du bas, celui où je range les documents importants, les contrats, les actes notariés, les papiers officiels. J'ai sorti une chemise cartonnée bleue. Dessus, écrit au stylo noir, Dumas & Associés, Architecture et Design, ma société, celle que j'avais créée en 2015. 9 ans déjà. 9 ans de travail acharné, de nuits blanches, de projets gagnés à la force du poignet, de clients conquis par mon talent, pas par mon nom de famille. J'avais construit cette entreprise seule, avant Olivier, avant le mariage, avant tout. J'ai ouvert la chemise. J'ai parcouru les pages jusqu'à trouver ce que je cherchais. Page 14. Paragraphe 3. Clause de protection matrimoniale. Je l'avais fait rédiger par Maître Fontaine, mon avocat, juste avant le mariage. Olivier détenait 5% des parts de l'entreprise. Un geste symbolique, une manière de lui montrer que nous formions une équipe, que je lui faisais confiance. Mais j'avais été prudente, toujours prudente. La clause était claire. En cas de dissolution du mariage, les parts minoritaires détenues par le conjoint retournent automatiquement à la fondatrice de l'entreprise. Olivier avait signé sans vraiment lire. Il s'en fichait à l'époque. Il avait son propre travail, ou du moins, c'est ce qu'il prétendait. Je me suis assise à mon bureau. J'ai allumé la lampe. La lumière jaune a éclairé les pages du contrat. J'ai relu la clause plusieurs fois. Puis j'ai refermé la chemise. J'ai regardé l'horloge murale.
Minuit et quart. Trop tard pour appeler. Ou peut-être pas assez tard. Peut-être que c'était exactement le bon moment. Le moment où les décisions importantes se prennent. Le moment où on arrête de réfléchir et où on agit enfin. J'ai rallumé mon téléphone. J'ai cherché le nom de Maître Fontaine dans mes contacts. J'ai appuyé sur « Appeler ». 3 sonneries, 4. Puis sa voix ensommeillait mes alertes. « Céline, il est minuit passé. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas. Une voix froide, déterminée, sans aucune hésitation. « Michel, j'ai besoin des papiers de divorce, dès demain matin. » Un silence. Puis « Céline, tu es sûre ? On peut en parler, prendre le temps de… » Je l'ai coupé. « Demain matin, Michel, s'il te plaît. » Il a soupiré. « D'accord, passe à mon cabinet à 9h, je prépare tout. » J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur le bureau. Mes mains tremblaient légèrement. Mais ce n'était pas de la peur. C'était de l'adrénaline, de la libération. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me suis levée. J'ai traversé l'appartement jusqu'à la cuisine. J'ai fait chauffer de l'eau pour un thé. Pendant que la bouilloire sifflait, je me suis appuyée contre le plan de travail et j'ai fermé les yeux. Des images me sont revenues, des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer, des moments que j'avais voulu oublier. Mais ils étaient toujours là, toujours présents, toujours douloureux. Je les avais refoulés, cachés dans un coin de ma tête, en me disant que si je ne les regardais pas, ils finiraient par disparaître. Mais ils ne disparaissent jamais, jamais complètement. Ils attendent juste le bon moment pour ressurgir. Et ce soir, c'était le bon moment. 2 ans plus tôt, j'avais trouvé des emails sur l'ordinateur d'Olivier. Des emails échangés avec une stagiaire de son agence de communication. Des mots doux, des compliments, des promesses, des rendez-vous secrets. J'avais lu chaque ligne, chaque mot, chaque mensonge. J'avais imprimé les emails. Je les avais posés sur la table de la cuisine. Et j'avais attendu qu'il rentre. Quand il était arrivé, vers 23h, sentant l'alcool et le parfum bon marché, il avait vu les papiers. Son visage était devenu blanc. Il s'était effondré. Il avait pleuré. Il avait supplié. C'était une erreur, Céline. Une terrible erreur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je t'aime tellement. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et moi, comme une idiote, j'avais pardonné. Pour Lucas, pour Emma, pour la famille, pour l'image, pour ne pas être celle qui brise tout. 1 an et demi plus tard, j'avais trouvé des messages sur son téléphone. Cette fois, c'était avec une cliente, une femme mariée, elle aussi. Des messages crus, explicites, des photos. Des projets de week-end ensemble. J'avais tout vu. Mais cette fois, je n'avais rien dit. Je n'avais pas confronté Olivier. J'avais juste pris des captures d'écran. Je les avais sauvegardées dans un dossier crypté sur mon ordinateur. Et j'avais continué à vivre, à sourire, à faire semblant. Parce que c'était plus facile, parce que j'étais fatiguée, parce que je ne savais plus comment me battre. La bouilloire a sifflé. Je l'ai éteinte. J'ai versé l'eau chaude dans une tasse. J'ai ajouté un sachet de thé à la camomille. J'ai porté la tasse à mes lèvres. Mais je n'ai pas bu. Je suis restée là, debout dans ma cuisine, à regarder la vapeur monter dans l'air froid de la nuit. Il était presque 1h du matin quand je suis finalement allée me coucher. Mais je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans le noir, les yeux ouverts, à fixer le plafond. À côté de moi, le lit était vide, froid, comme il l'était souvent ces derniers mois. Olivier rentrait tard, très tard, ou pas du tout. Il avait toujours une excuse, un dîner d'affaires, une soirée entre collègues, un client important à rencontrer. Et moi, je hochais la tête. Je disais « d'accord ». Je ne posais pas de questions. Parce que je connaissais déjà les réponses, je me suis tournée sur le côté. J'ai regardé le réveil sur la table de nuit. 1h47, mon téléphone a vibré. Encore un message, je l'ai ignoré, puis un autre, et encore un autre. J'ai fini par le prendre. 3 messages, tous de Julien. « Céline, s'il te plaît, réponds, Olivier ne va pas bien. Il veut savoir ce qui s'est passé. Il dit qu'il a besoin de te parler. » J'ai éteint mon téléphone complètement cette fois. J'ai retiré la batterie. Je l'ai posée sur la commode, loin du lit. Je ne voulais plus rien recevoir, plus rien entendre. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 7h. Enfin, réveillée n'est pas le bon mot. Je me suis levée. Parce que je n'avais pas vraiment dormi. J'ai pris une douche.
Une douche longue, brûlante, qui a rougi ma peau. J'ai enfilé un tailleur gris. J'ai attaché mes cheveux. J'ai mis du rouge à lèvres, du mascara. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'air fatiguée, mais déterminée. Forte. Plus forte que je ne l'avais été depuis longtemps. Lucas et Emma étaient déjà dans la cuisine quand je suis sortie de ma chambre. Ils prenaient leur petit déjeuner en silence, des tartines, du chocolat chaud. Lucas levait les yeux vers moi de temps en temps, Emma aussi. Mais personne ne disait rien. Ils attendaient. Ils savaient que quelque chose avait changé, que rien ne serait plus comme avant. « Vous allez à l'école aujourd'hui », j'ai dit doucement. « Tout va bien, je vous promets. » Lucas a hoché la tête. Emma m'a souri. Un petit sourire triste. Mais un sourire quand même. Je les ai déposés devant l'école Sainte-Marie à 8h30. Je les ai embrassés. Je leur ai dit que je les aimais. Puis je suis repartie. Direction le cabinet de Maître Fontaine, rue du Faubourg Saint-Honoré. J'ai garé ma voiture dans une petite rue adjacente. J'ai monté les escaliers jusqu'au 3e étage. La porte en chêne massif portait une plaque dorée. Maître Michel Fontaine, avocat. J'ai sonné. La secrétaire m'a ouvert. Madame Dumas, Maître Fontaine vous attend. Elle m'a guidée jusqu'à son bureau. Michel était assis derrière son grand bureau en acajou. Costume bleu marine, cravate bordeaux, lunettes rectangulaires. Il m'a regardé avec un mélange de compassion et de professionnalisme. « Céline, assieds-toi. » Je me suis assise. Il a posé ses mains sur le bureau, les doigts croisés. « Tu es sûre de ce que tu veux faire ?» J'ai acquiescé. « Absolument sûre. » Il a soupiré. « Très bien, alors voilà ce qu'on va faire. » Avant de continuer, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Cela m'aide énormément à partager ces histoires avec vous. Merci de votre soutien. Michel a sorti un dossier épais. J'ai préparé la demande de divorce. Dissolution du mariage pour faute. Nous avons les preuves nécessaires. Les emails, les messages, les témoignages, si besoin. Concernant l'entreprise, la clause que nous avions rédigée en 2016 est toujours valable. Les 5% de parts détenues par Olivier te reviendront automatiquement dès que le divorce sera prononcé. Il m'a regardé dans les yeux. Tu sais ce que cela signifie pour lui, n'est-ce pas? Il perd tout. Les parts, la maison conjugale puisqu'elle est à ton nom, l'accès au compte joint. Tout. J'ai pris une grande inspiration. Je sais. Ma voix était calme, froide même. Michel a continué. Il va essayer de négocier, de te faire changer d'avis, de pleurer, de supplier. Tu dois être préparé à ça. J'ai souri. Un sourire sans joie. Je suis préparé, Michel, crois-moi. Je suis préparé depuis longtemps. Nous avons passé 2 heures à remplir les papiers, à signer les documents, à établir la stratégie. Michel s'occuperait de tout, des notifications officielles, des convocations au tribunal, des négociations avec l'avocat d'Olivier, s'il en prenait un. Moi, je n'avais qu'à continuer ma vie, à protéger mes enfants, à gérer mon entreprise, à avancer. Je vais faire envoyer les papiers par huissier cet après-midi, a dit Michel en refermant le dossier. Il les recevra demain matin au plus tard. Je suis sortie du cabinet à 11h30. Le soleil brillait sur Paris, un soleil d'octobre doux et lumineux. J'ai marché jusqu'à un café sur les Champs-Élysées. Je me suis installée en terrasse. J'ai commandé un café allongé. J'ai regardé les gens passer, les touristes avec leurs appareils photo, les Parisiens pressés, les amoureux main dans la main. La vie continuait, comme si de rien n'était, comme si mon monde ne venait pas de basculer. Mon téléphone était toujours éteint. Je l'ai rallumé, 15 messages, 8 appels manqués, tous d'Olivier, ou de Julien, ou de Laurent, ou de la mère d'Olivier. Tout le monde voulait savoir, tout le monde voulait comprendre, tout le monde voulait que je revienne, que je pardonne, que j'oublie, comme toujours. Mais cette fois, non. Cette fois, c'était fini. J'ai ouvert le premier message d'Olivier. « Céline, s'il te plaît, réponds-moi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je suis désolée pour hier soir. C'était l'alcool. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Reviens, s'il te plaît. »
J'ai supprimé le message, j'ai ouvert le deuxième. Les enfants ont besoin de leur père. Tu ne peux pas faire ça. Pense à eux. J'ai supprimé le troisième. Je t'aime, Céline. Je t'ai toujours aimé. Pardonne-moi. Supprimé, et ainsi de suite. Tous les messages, tous les appels, effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. J'ai bu mon café lentement. J'ai regardé le ciel bleu. J'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose en moi se détendre. Une tension que je portais depuis si longtemps que je ne la remarquais même plus. Elle était là, ancrée dans mes épaules, dans ma nuque, dans mon ventre. Et maintenant, elle commençait à se relâcher, lentement, doucement, comme une corde trop serrée qui se desserre enfin. J'ai pensé aux enfants, à Lucas qui m'avait dit que j'étais forte, à Emma qui m'avait dit qu'elle aussi était fatiguée. Ils méritaient mieux. Ils méritaient une mère épanouie, pas une femme brisée qui souriait par obligation. Ils méritèrent de voir que l'amour ne devait pas faire mal, que le respect n'était pas négociable, que la dignité était plus importante que les apparences. J'ai fini mon café. J'ai payé. Je suis retournée à ma voiture. Direction l'agence. Dumas & Associés. Mon entreprise. Celle que j'avais construite de mes mains. Celle qui portait mon nom. Pas le sien. Jamais le sien. J'avais une réunion importante à 14 heures avec un nouveau client. Un projet de rénovation d'un hôtel particulier dans le Marais. Un gros contrat. Une belle opportunité. La vie continuait. Mon travail continuait. Moi, je continuais. L'agence se trouvait dans le 11e arrondissement, près de la place de la République. Un ancien atelier d'artistes que j'avais racheté et rénové il y a 7 ans. De grandes baies vitrées, des poutres apparentes, des murs blancs couverts de plans, d'esquisses, de maquettes. 3 architectes travaillaient avec moi, 2 dessinateurs, une assistante administrative. Nous formions une petite équipe soudée, efficace, professionnelle. Quand je suis arrivée, tout le monde était déjà là. Marion, mon associée et amie depuis l'école d'architecture, m'a regardée avec inquiétude. Elle savait, pas les détails, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé en s'approchant de mon bureau. J'ai posé mon sac. J'ai enlevé mon manteau. « Oui, ça va. Vraiment. » Elle a froncé les sourcils. « Céline, je te connais depuis 25 ans. Ne me mens pas. » J'ai souri. Un vrai sourire cette fois. « Je ne mens pas, Marion. Pour la première fois depuis longtemps, ça va vraiment. » La réunion avec le client s'est bien passée. Monsieur Delacroix était un promoteur immobilier réputé. Il cherchait quelqu'un pour transformer un hôtel particulier du XVIIe siècle en appartement de luxe tout en préservant l'architecture historique. C'était exactement le type de projet que j'adorais. Complexe, exigeant, créatif. Nous avons discuté pendant 2 heures. J'ai présenté mes idées, mes esquisses préliminaires, ma vision. Il était conquis. Madame Dumas, je crois que nous allons très bien travailler ensemble. Je vous envoie le contrat dès demain. Nous nous sommes serrés la main. Il est parti. Marion m'a regardée, impressionnée. Tu viens de décrocher le plus gros contrat de l'année. Comment tu fais pour rester aussi concentrée ? J'ai haussé les épaules. Le travail, c'est la seule chose qui ne m'a jamais trahi. En fin d'après-midi, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. « Allô ?» Une voix d'homme, grave, hésitante. « Madame Dumas ? Je suis Maître Legrand. Je représente Monsieur Olivier Dumas. Il souhaiterait vous rencontrer pour discuter de la situation. » J'ai senti mon estomac se contracter, mais ma voix est restée ferme. « Maître Legrand, je n'ai rien à discuter avec votre client. Toutes les communications doivent passer par mon avocat, Maître Fontaine. Je vous envoie ses coordonnées par message. » Un silence. Madame, Monsieur Dumas est très affecté. Il souhaiterait au moins parler aux enfants. J'ai serré les dents. Les enfants décideront s'ils veulent le voir ou non. Pour l'instant, ils ont besoin de calme. Bonne journée, maître. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient légèrement. Marion s'est approchée. C'était lui ? J'ai secoué la tête. Son avocat. Elle a posé sa main sur mon épaule. Tu tiens le coup ? J'ai pris une grande inspiration. Je tiens le coup. Mais au fond de moi, quelque chose se brisait encore. Pas à cause de l'amour perdu,
mais à cause des années perdues, des années passées à espérer, à croire, à me mentir à moi-même. Le soir, j'ai récupéré Lucas et Emma à l'école. Ils ont couru vers moi comme ils le faisaient toujours. Je les ai serrés dans mes bras. Alors, cette journée, Lucas a haussé les épaules. Normal, on a eu un contrôle de maths. Emma a souri. Moi, j'ai dessiné un arc-en-ciel en art plastique. Regarde! Elle m'a tendu un dessin coloré, plein de vie. Je l'ai pris. Il est magnifique, ma chérie. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai préparé le dîner. Des pâtes carbonara, leur plat préféré. Nous avons mangé ensemble, tous les trois, autour de la table de la cuisine. Ils m'ont raconté leur journée. Je les ai écoutés, vraiment écoutés, sans penser à autre chose, sans être distraite, juste là, présente, avec eux. Après le dîner, Lucas m'a demandé « Maman, papa va revenir ?» J'ai posé ma fourchette. J'ai regardé mon fils dans les yeux. « Je ne sais pas, mon cœur. Mais ce que je sais, c'est que nous allons être bien, tous les trois, je te le promets. » Emma a ajouté « Est-ce qu'on doit aller le voir ?» J'ai pris sa petite main dans la mienne. « Seulement si vous en avez envie. Personne ne vous forcera jamais. C'est votre décision. » Lucas a baissé les yeux. « Moi, je ne suis pas prêt. » Emma a hoché la tête. « Moi non plus. » Je les ai serrés contre moi. « C'est normal. Prenez votre temps. » La nuit est tombée. J'ai couché les enfants. Je leur ai lu une histoire. Je les ai embrassés. Puis je suis retournée dans le salon. Je me suis assise sur le canapé. J'ai allumé la télévision sans vraiment la regarder. Mon esprit était ailleurs. Dans le passé. Dans les souvenirs. Je pensais à cette soirée. 6 mois plus tôt. L'incident qui aurait dû tout changer, mais que j'avais laissé passer. Encore une fois. Lucas avait une leçon de piano tous les mercredis après-midi. À 17h. Son professeur, Madame Rousseau, habitait dans le 15e arrondissement. Olivier devait aller le chercher ce jour-là. J'étais en réunion importante avec un client. Je ne pouvais pas me libérer. Olivier avait promis. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » J'avais fait confiance. Grave erreur. À 18h30, j'ai reçu un appel de Madame Rousseau. « Madame Dumas, Lucas est toujours ici. Son père n'est pas venu le chercher. » Mon sang s'est glacé. « Comment ? Il devait être là à 18h. » « Je sais. Lucas attend depuis 1h30. Il commence à s'inquiéter. » J'ai raccroché immédiatement. J'ai appelé Olivier. Pas de réponse. J'ai rappelé. Encore. Messagerie vocale. J'ai quitté ma réunion en m'excusant auprès du client. J'ai couru jusqu'à ma voiture. J'ai traversé Paris à toute vitesse. Quand je suis arrivée devant l'immeuble de Madame Rousseau, il était 19h15. 4 heures. Lucas avait attendu 4 heures. Il était assis sur les marches du perron, seul, son petit cartable à côté de lui, les yeux rouges, les joues mouillées de larmes. Quand il m'a vue, il s'est levé et s'est jeté dans mes bras. Il tremblait. « Maman, j'avais peur. Je croyais que tu m'avais oublié aussi. » Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. « Non, mon amour, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais. » Je l'ai serré si fort. J'ai remercié Madame Rousseau qui était restée avec lui tout ce temps. Puis, j'ai ramené Lucas à la maison. Olivier est rentré à 23h30. Ivre, titubant. Il sentait l'alcool et le tabac froid. Il a à peine remarqué que j'étais encore debout, assise dans le salon, dans le noir. « Céline, t'es là ?» J'ai allumé la lampe. Il a cligné des yeux. « Où étais-tu cet après-midi ?» Il a froncé les sourcils. « Cet après-midi, j'avais un truc avec Laurent. Pourquoi ?» Ma voix était blanche, froide comme la glace. « Tu devais chercher ton fils, à 18h. Tu te souviens ?» Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Merde, Lucas, Je me suis levée. Il a attendu 4 heures. 4 heures, Olivier. Seul, en pleurant, en ayant peur. Il a baissé la tête. Je suis désolée, j'ai oublié. J'ai senti quelque chose mourir en moi ce soir-là. Quelque chose que je ne pourrais jamais ressusciter. Les jours suivants ont été étranges, comme si je vivais dans 2 réalités parallèles. D'un côté, ma vie continuait normalement. Je travaillais, je m'occupais des enfants, je gérais l'agence. De l'autre, tout s'effondrait. Olivier m'appelait sans cesse.
Il laissait des messages, des dizaines de messages. Sa voix changeait à chaque fois, tantôt suppliante, tantôt en colère, tantôt désespérée. « Céline, tu ne peux pas me faire ça. Je suis le père de tes enfants. Tu vas le regretter. Je t'aime, reviens. Tu es injuste. Donne-moi une chance. » Je n'écoutais plus, je supprimais tout. Une semaine après cette fameuse soirée, l'huissier lui a remis les papiers du divorce. Maître Fontaine m'a appelé pour me prévenir. C'est fait. Il a signé l'accusé de réception. Il sait maintenant que c'est officiel. J'ai remercié Michel et j'ai raccroché. J'étais au bureau. Marion m'a regardé. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Oui, c'est fait. » Elle s'est levée et m'a serré dans ses bras. « Tu es courageuse, Céline. Ne l'oublie jamais. » Mais Olivier n'a pas accepté. Il a commencé à venir devant l'immeuble. Le soir. Il attendait. Il voulait me parler, me voir. Les enfants l'ont aperçu une fois depuis la fenêtre. Lucas s'est reculé immédiatement. Emma s'est mise à pleurer. « Maman, pourquoi il est là ?» J'ai fermé les rideaux. « Il va partir. Ne vous inquiétez pas. » J'ai appelé Maître Fontaine. « Il faut faire quelque chose. Il nous harcèle. » Michel a réagi rapidement. Il a obtenu une ordonnance d'éloignement temporaire. Olivier devait rester à au moins 100 mètres de l'immeuble et de l'école des enfants. S'il désobéissait, il risquait une arrestation. Pendant ce temps, j'ai commencé à découvrir l'ampleur du désastre. Olivier ne travaillait presque plus depuis 2 ans. Son agence de communication, celle qu'il avait montée avec 2 associés en 2018, était au bord de la faillite. Il ne s'occupait de rien. Il ratait les rendez-vous clients. Il oubliait les projets. Ses associés l'avaient mis à l'écart progressivement. Il touchait encore un petit salaire, mais c'était tout. En réalité, c'était moi qui payais tout. L'appartement, les courses, l'école privée des enfants, les vacances, les vêtements, les sorties, tout. Olivier ne contribuait à rien, depuis longtemps. J'avais été tellement aveugle, tellement occupée à tout gérer que je n'avais même pas remarqué qu'il ne ramenait plus d'argent à la maison. J'ai aussi découvert les dettes. En fouillant dans les papiers qu'il avait laissés dans son bureau à l'appartement, j'ai trouvé des lettres de relance, des factures impayées, des crédits à la consommation, 15 000 €, 20 000, 30 000. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai appelé Maître Fontaine immédiatement. Michel, il a contracté des dettes dont je n'étais pas au courant. Michel m'a rassuré. « Ne t'inquiète pas, nous allons vérifier tout ça. Si ces dettes sont à son nom uniquement et que tu n'as rien signé, tu n'es pas responsable. » J'ai respiré. « Et s'il les a contractées pendant le mariage ? Nous ferons valoir que tu n'étais pas informé et que tu n'en as pas bénéficié. La séparation de biens que vous aviez signée en 2016 te protège. » Oui, la séparation de biens. Encore une décision que j'avais prise par prudence. Olivier avait protesté à l'époque. « Pourquoi tu veux faire ça ? Tu ne me fais pas confiance ?» J'avais répondu calmement. « Ce n'est pas une question de confiance, Olivier. C'est une question de protection. Pour nous deux. Si l'un de nous a un problème professionnel, l'autre est protégé. » Il avait fini par accepter. Aujourd'hui, cette signature me sauvait. Les semaines ont passé. Octobre s'est transformé en novembre. Le froid s'est installé sur Paris. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Les jours ont raccourci. Et moi, j'ai continué à avancer, pas à pas, jour après jour. Le projet de l'hôtel particulier dans le Marais avançait bien. Monsieur Delacroix était satisfait de mon travail. Il m'avait même recommandé à d'autres clients. Mon carnet de commandes se remplissait. L'entreprise se portait bien. Mieux que jamais, en fait. Lucas et Emma allaient mieux aussi. Ils souriaient plus. Ils riaient plus. La tension qui pesait sur la maison depuis des mois s'était dissipée. Nous faisions des choses simples ensemble. Le dimanche, nous allions au cinéma. Nous nous promenions au jardin du Luxembourg. Nous préparions des gâteaux. Nous regardions des films tous les 3, blottis sur le canapé. C'était paisible, tranquille. Nous étions bien. Un soir, Emma m'a demandé « Maman, est-ce que tu es triste que papa ne soit plus là ?» J'ai réfléchi avant de répondre.
Tu sais, ma chérie, parfois, quand les gens ne sont plus ensemble, c'est parce qu'ils sont plus heureux séparés. Papa et moi, nous ne nous rendions plus heureux. Alors c'est mieux comme ça. Elle a hoché la tête. Est-ce que papa va nous manquer? J'ai caressé ses cheveux. Peut-être, c'est normal. C'est votre papa. Mais vous savez quoi? On peut aimer quelqu'un et quand même avoir besoin de distance. Lucas, lui, ne parlait presque jamais d'Olivier. Il était devenu plus silencieux, plus renfermé. Un soir, je l'ai trouvé assis sur son lit, les yeux dans le vague. Je me suis assise à côté de lui. « Ça va, mon grand ?» Il a haussé les épaules. « Maman, c'est de ma faute ?» Mon cœur s'est serré. « Quoi ?»« Non, Lucas. Rien de tout ça n'est de ta faute. » Il a levé les yeux vers moi. Mais si papa m'avait pas oublié ce jour-là? Peut-être que... J'ai pris son visage entre mes mains. « Lucas, écoute-moi bien. Ce qui se passe entre papa et moi n'a rien à voir avec toi. Ou avec Emma. Nous vous aimons tous les deux plus que tout au monde. Papa a fait des erreurs d'adulte. Mais rien de tout ça n'est de votre faute. Tu m'entends? Rien. » Il a hoché la tête. Une larme a coulé sur sa joue. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai serré fort. Décembre est arrivé. Les décorations de Noël ont envahi Paris. Les vitrines scintillaient. Les rues sentaient le vin chaud et les marrons grillés. J'ai emmené Lucas et Emma aux Galeries Lafayette pour voir les illuminations. Ils ont ri. Ils ont couru. Ils ont été des enfants. Juste des enfants. Sans le poids de nos problèmes d'adultes sur leurs petites épaules. Olivier a essayé de reprendre contact plusieurs fois, par l'intermédiaire de sa mère d'abord. Elle m'a appelé un matin. « Céline, ma chérie, s'il te plaît, Olivier est détruit. Il ne dort plus, il ne mange plus. Il a besoin de toi, de ses enfants. Tu ne peux pas lui faire ça. » J'ai respiré profondément. « Madame Dumas, je respecte votre affection pour votre fils. Mais ce qui se passe entre Olivier et moi ne vous concerne pas. Je suis désolée. » Elle a insisté. « Mais les enfants, ils ont besoin de leur père. » J'ai répondu calmement. « Les enfants savent où trouver leur père s'ils veulent le voir. Pour l'instant, ils ont besoin de stabilité. C'est tout. » Elle a raccroché en pleurant. Puis Laurent, son meilleur ami, m'a envoyé un long message. « Céline, je sais que tu es en colère. Olivier a merdé. Grave. Mais il t'aime vraiment. Il regrette tout. Donne-lui une chance. Pour les enfants. » J'ai lu le message, je l'ai relu, puis j'ai répondu simplement. « Laurent, les chances, je les ai données. Encore et encore. Il n'y en aura plus. Dis-lui de passer à autre chose. Moi, c'est ce que je fais. » En janvier, la procédure de divorce a avancé rapidement. Olivier n'a pas vraiment contesté. Maître Legrand, son avocat, a essayé de négocier la garde des enfants. Olivier voulait une garde alternée. Maître Fontaine a présenté tous les éléments au juge. Les oublis répétés, l'incident de Lucas, l'instabilité professionnelle, l'alcool. Le juge a décidé. Garde principale pour moi. Droit de visite pour Olivier. Un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. À condition que les enfants acceptent. Lucas et Emma ont été entendus par le juge aux affaires familiales. Ils ont dit la vérité. Ils voulaient voir leur père. Mais pas tout de suite. Pas maintenant. Le juge a respecté leur volonté. Février 2024. Le divorce a été prononcé. 4 mois après cette soirée d'octobre. 4 mois qui m'ont semblé à la fois interminables et terriblement rapides. Le juge a validé tous les termes. La séparation de biens, la garde des enfants, le retour des 5% de part de l'entreprise à mon nom. Olivier n'a rien obtenu. Rien. Parce qu'il n'avait rien apporté. Ni financièrement, ni émotionnellement, ni humainement. Maître Fontaine m'a appelé le jour du jugement. C'est terminé. Céline, tu es libre. J'ai raccroché. Je suis restée assise dans mon bureau, immobile. Marion est entrée. Alors, j'ai levé les yeux vers elle. C'est fini. Elle a souri. Et comment tu te sens? J'ai réfléchi. Vide, légère, soulagée, triste aussi. C'est bizarre. Elle s'est assise en face de moi. C'est normal. Tu fermes un chapitre de 19 ans. C'est énorme. J'ai hoché la tête. Oui,
19 ans. 19 ans de ma vie, de mes 27 ans à mes 46 ans, les plus belles années, celles où on construit, où on rêve, où on espère, envolées, gâchées par un homme qui n'a jamais su ce qu'il voulait, ou plutôt qui voulait tout sans rien donner en retour. J'ai reçu un dernier message d'Olivier ce jour-là. « Céline, je sais que c'est fini entre nous. Mais sache que je regrette tout. Vraiment tout. Je n'ai pas été l'homme que tu méritais. Je le sais maintenant. Trop tard. Je voudrais juste voir Lucas et Emma. S'il te plaît. » J'ai montré le message aux enfants. « Votre père voudrait vous voir. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Lucas a secoué la tête. « Pas maintenant, maman. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. » Emma a dit la même chose. « Moi non plus, je suis pas prête. » J'ai respecté leur décision. J'ai répondu à Olivier. « Les enfants ne sont pas prêts. Quand ils le seront, je te le ferai savoir. En attendant, laisse-nous tranquilles. » Mars, avril, mai, les mois ont défilé, le printemps est revenu sur Paris, les arbres ont refleuri, les terrasses des cafés se sont remplies, la vie reprenait ses droits. Et moi aussi. J'ai recommencé à vivre. Vraiment vivre. Pas juste survivre. Pas juste tenir le coup. Vivre. J'ai accepté une invitation à dîner. De la part de Vincent, un ami architecte que je connaissais depuis des années. Nous nous étions rencontrés lors d'un salon professionnel en 2017. Nous avions travaillé ensemble sur un projet de réhabilitation d'une ancienne usine. Nous étions restés en contact, de temps en temps. Un café, un déjeuner de travail, rien de plus. Il savait pour Olivier, pour le divorce. Il ne m'avait jamais posé de questions, jamais jugé, juste été là, présent, discret, respectueux. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant du 5e arrondissement. Un endroit simple, chaleureux, loin des paillettes et du bruit. Nous avons parlé. De tout, de rien. De nos projets, de nos rêves, de nos échecs aussi. Vincent m'a raconté son propre divorce, 5 ans plus tôt. J'ai mis du temps à m'en remettre, à refaire confiance. Mais aujourd'hui, je suis mieux. Seule, mais mieux. J'ai souri. Moi aussi, je crois que je suis mieux seule. Il m'a regardé dans les yeux. Tu n'es pas seule, Céline. Tu as tes enfants, tes amis, ton travail, et tu as de la place pour autre chose, si tu veux. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un sentiment étrange, comme une porte qui s'ouvrait, lentement, prudemment, mais qui s'ouvrait quand même. Vincent ne m'avait pas fait de déclaration. Il ne m'avait pas draguée. Il avait juste été lui-même, authentique, sincère. Et cela m'avait fait du bien, tellement de bien. Les semaines suivantes, nous nous sommes revus. Un café, une exposition, une promenade le long de la Seine. Rien de forcé, rien de précipité. Juste 2 personnes qui apprenaient à se connaître, à s'apprécier. Lucas et Emma l'ont rencontré un dimanche après-midi au parc Monceau. Vincent était naturel avec eux. Il ne cherchait pas à jouer au beau-père. Il était juste gentil, attentif. Il a joué au ballon avec Lucas. Il a poussé Emma sur la balançoire. Et quand nous sommes rentrés, Emma m'a dit « Il est gentil, Vincent. Il te fait rire, maman. » Elle avait raison. Il me faisait rire. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Juin est arrivé. Les grandes vacances approchaient. J'avais prévu de partir avec les enfants en Bretagne. Une maison louée près de Saint-Malo. 2 semaines au bord de la mer. Loin de Paris. Loin de tout. Vincent m'a proposé de nous rejoindre quelques jours. Seulement si ça te convient. Et si les enfants sont d'accord. J'ai demandé à Lucas et Emma. Vincent aimerait venir nous voir quelques jours en Bretagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Lucas a haussé les épaules avec un petit sourire. Pourquoi pas? Il est cool. Emma a applaudi. Oui, comme ça, il pourra construire des châteaux de sable avec nous. J'ai ri. D'accord, je lui dis oui. Ces vacances ont été merveilleuses. Les enfants ont couru sur la plage. Ils ont ramassé des coquillages. Ils ont mangé des glaces. Ils ont ri aux éclats. Vincent est resté 4 jours. Il s'est intégré naturellement. Il ne forçait rien. Il était juste présent. Le dernier soir, alors que les enfants dormaient, nous sommes restés sur la terrasse de la maison, face à la mer. Le bruit des vagues, le ciel étoilé. Vincent m'a pris la main. « Céline,
je ne veux pas précipiter les choses, mais je veux que tu saches que je tiens beaucoup à toi. Mon cœur s'est accéléré. Moi aussi, Vincent, moi aussi. Nous sommes rentrés à Paris début juillet. La vie a repris son cours. Le travail. L'école pour les enfants à la rentrée. Les routines. Mais quelque chose avait changé. J'étais heureuse. Vraiment heureuse. Pas juste contente. Pas juste soulagée. Heureuse. Profondément. En septembre, Vincent m'a demandé si nous pouvions officialiser notre relation. Je sais que c'est peut-être trop tôt, mais je ne veux pas jouer. Je ne veux pas faire semblant. Je t'aime, Céline. Et j'aime tes enfants. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Des larmes de joie cette fois. Oui, Vincent, oui. Nous avons pris notre temps. Nous n'avons pas emménagé ensemble tout de suite. Vincent avait son appartement dans le 10e arrondissement. Moi le mien à Montparnasse. Nous nous voyions plusieurs fois par semaine. Les week-ends, les soirées, nous construisions quelque chose. Doucement, solidement, sans précipitation, sans faux semblant. Lucas et Emma se sont attachés à lui, pas comme un père. Olivier restait leur père, même absent, mais comme quelqu'un de précieux. Quelqu'un qui comptait, quelqu'un qui était là. Vincent ne remplaçait personne. Il était juste lui. Et c'était largement suffisant. Octobre 2024. 1 an après cette fameuse soirée. 1 an après cette phrase qui avait tout fait basculer. Sors de la photo, ton visage gâche tout. 1 an. Et pourtant, j'avais l'impression que c'était une vie entière, que j'avais vécu 100 ans depuis ce moment, que j'étais devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus libre, de plus vrai. Un matin, Marion m'a montré un article dans un journal économique local. « Regarde ça !» C'était un article sur les entreprises en difficulté dans la région parisienne. Et là, parmi la liste, je l'ai vu. Dumas Communication, liquidation judiciaire prononcée. L'agence d'Olivier, fermée, disparue. Marion m'a regardé. « Tu savais ?» J'ai secoué la tête. « Non, mais je m'en doutais. » Elle a refermé le journal. « Et ça te fait quelque chose ?» J'ai réfléchi. « Non, plus rien. » Novembre 2024. Vincent et moi avons décidé de franchir une nouvelle étape. Nous avons emménagé ensemble. Un appartement plus grand, dans le 14e arrondissement, près du parc Montsouris. Assez d'espace pour les enfants. Pour nous. Pour cette nouvelle vie que nous construisions ensemble. Lucas et Emma étaient excités. Ils ont choisi leur nouvelle chambre. Ils ont accroché leurs posters. Ils ont disposé leurs jouets. Ils étaient heureux. Et moi, je les regardais en me disant que j'avais fait le bon choix. Le seul choix possible. Vincent était différent d'Olivier. Tellement différent. Il était présent. Vraiment présent. Pas juste physiquement. Émotionnellement aussi. Il s'intéressait aux devoirs des enfants. Il venait aux réunions parents-professeurs. Il préparait le petit déjeuner le matin. Il rangeait la cuisine le soir. Il partageait. Il participait. Il était un partenaire. Un vrai. Pas un fantôme qui traverse la maison sans laisser de traces. Un soir, alors que nous étions tous les 4 autour de la table, en train de dîner, Emma a dit quelque chose qui m'a bouleversée. « Maman, tu sais ce qui est différent maintenant. Tu souris tout le temps. » Lucas a ajouté « Oui, avant, tu souriais avec ta bouche, mais pas avec tes yeux. Maintenant, tu souris pour de vrai. » Je ne savais pas quoi répondre. Je les ai regardés. Ces 2 êtres magnifiques que j'avais mis au monde, qui m'avaient observé pendant toutes ces années, qui avaient tout vu, tout compris, bien plus que je ne le pensais. Vincent a pris ma main sous la table. Il l'a serrée doucement. « Vos enfants sont incroyables, Céline. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Les larmes montaient, mais c'étaient des larmes de gratitude, de soulagement, de bonheur. Décembre est arrivé. Les fêtes de fin d'année approchaient. J'ai reçu un message inattendu, d'Olivier. Le premier depuis des mois. « Céline, je voudrais voir Lucas et Emma pour Noël. Juste quelques heures. S'il te plaît, il me manque tellement. » J'ai montré le message aux enfants. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Lucas a réfléchi longuement. Puis il a dit « Je crois que je suis prêt, maman. Mais juste quelques heures. Et je veux que tu sois pas loin. » Emma a hoché la tête. « Moi aussi, mais juste un peu. » J'ai organisé une rencontre, dans un café près du Jardin du Luxembourg, un endroit neutre, public, sécurisant.
le 23 décembre à 15 heures. J'ai accompagné Lucas et Emma. Olivier était déjà là quand nous sommes arrivés. Il avait changé. Beaucoup. Il avait maigri. Ses cheveux étaient plus gris. Ses vêtements étaient froissés. Il avait l'air fatigué. Vieux, brisé. Quand il a vu les enfants, ses yeux se sont remplis de larmes. Lucas, Emma. Il s'est levé. Il voulait les prendre dans ses bras. Mais Lucas a tendu la main pour le saluer, poliment, à distance. Emma a fait pareil. Olivier a compris. Il s'est rassis. J'ai installé les enfants à la table avec lui. Je vais être juste là. J'ai montré une table un peu plus loin. Si vous avez besoin de moi, vous m'appelez. D'accord ? Ils ont hoché la tête. Je me suis assise à quelques mètres. J'ai commandé un café et je les ai observés. Olivier parlait. Les enfants écoutaient. Ils répondaient par monosyllabes. Ils restaient distants, prudents. Après 1 heure, Lucas m'a fait signe. Je me suis approchée. « On peut y aller, maman ?» J'ai acquiescé. « Bien sûr. » Olivier s'est levé. « Déjà ?» Lucas a haussé les épaules. « On est fatigué, papa. » Olivier a regardé Emma. « Tu veux rester encore un peu, ma puce ?» Emma a secoué la tête. « Non, je veux rentrer. » Olivier m'a regardé. Il y avait tellement de choses dans son regard, de la tristesse, du regret, de la colère aussi. Céline, est-ce qu'on pourrait parler? Juste toi et moi? J'ai pris une grande inspiration. Olivier, nous n'avons plus rien à nous dire. Les enfants t'ont vu. C'est ce que tu voulais. Maintenant, laisse-nous partir. Il a baissé la tête. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que c'est de ma faute. Mais j'ai levé la main. Olivier, arrête, c'est fini. Accepte-le et avance. Il a essayé de répondre, mais aucun son n'est sorti. Je suis partie avec Lucas et Emma. Dans la voiture, Emma m'a demandé « Maman, pourquoi papa est si triste ?» J'ai regardé ma fille dans le rétroviseur. « Parce qu'il a compris ce qu'il a perdu, ma chérie. » Lucas a ajouté « Est-ce qu'on doit le revoir ?» J'ai réfléchi. « Si vous voulez, mais personne ne vous oblige, c'est votre décision. » Emma a secoué la tête. « Moi, je veux pas maintenant en tout cas. » Lucas a haussé les épaules. « Moi non plus. » Nous avons passé Noël tous les 4, Vincent, Lucas, Emma et moi. Un vrai Noël, avec des rires, des cadeaux, un repas délicieux, des films regardés en pyjama, de la chaleur, de l'amour, de la simplicité, de la vérité. C'était exactement ce dont nous avions besoin. En janvier 2025, j'ai reçu une invitation. Marion organisait une soirée pour célébrer les 22 ans de notre collaboration professionnelle depuis la fondation de l'agence en 2003. Un événement dans un loft à Belleville, avec tous nos clients, nos partenaires, nos amis. Vincent viendrait avec moi. Lucas et Emma resteraient chez ma mère ce soir-là. Tout était organisé. Parfait. Le soir de la soirée, je me suis préparée avec soin. Une robe bleu nuit, des talons, un maquillage élégant, mes cheveux lâchés sur mes épaules. Quand je suis sortie de la chambre, Vincent m'a regardée avec admiration. « Tu es magnifique, Céline. » J'ai souri. « Merci. » Il s'est approché. Il a pris mes mains. « Je suis fière de toi, de ce que tu as accompli, de ce que tu es devenu. » Mon cœur s'est gonflé. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. La soirée a été merveilleuse. Marion avait tout organisé parfaitement. Les lumières, la musique, le buffet. Les invités étaient nombreux. Ils riaient, ils dansaient, ils célébraient. Je me sentais légère, heureuse, vivante. Vincent restait à mes côtés, discret mais présent, toujours présent. Vers 22 heures, Marion m'a prise à part. « Céline, j'ai quelque chose à te dire. » Elle avait l'air sérieuse. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a pris une grande inspiration. « J'ai croisé quelqu'un qui connaît Olivier. Apparemment, il ne va pas bien. Du tout. » Mon estomac s'est contracté. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Marion a hésité. « Il a perdu son agence, tu le sais déjà. Mais il a aussi perdu son appartement. Il vit, je ne sais pas trop où. Il enchaîne les petits boulots. Il est détruit. »
J'ai fixé Marion. Une partie de moi ressentait de la tristesse, de la compassion même. Mais une autre partie, plus forte, plus claire, savait que ce n'était pas mon problème. Plus maintenant. Marion, je suis désolée pour lui, vraiment. Mais ce n'est plus ma vie. Ce n'est plus mon combat. Elle a hoché la tête. Je sais. Je voulais juste que tu saches. J'ai posé ma main sur son épaule. Merci, mais maintenant, oublions ça. C'est notre soirée. Profitons-en. Nous sommes retournés dans la salle. Vincent dansait avec quelques invités. Quand il m'a vu, il m'a tendu la main. « Tu viens ?» J'ai souri. « J'arrive. » J'ai rejoint la piste. La musique était forte, entraînante. Je me suis laissé porter. J'ai dansé, j'ai ri, j'ai vécu, pleinement. Intensément. Sans regret. Sans culpabilité. Juste moi. Libre. Mars 2025. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée avec Marion. 3 mois pendant lesquels j'avais continué à construire ma vie. Mon entreprise prospérait. Vincent et moi parlions de plus en plus sérieusement de mariage. Pas une grande cérémonie, juste quelque chose d'intime, de significatif, pour officialiser ce que nous vivions déjà au quotidien. Lucas et Emma étaient ravis à cette idée. Enfin, maman va se marier avec quelqu'un qui mérite vraiment, avait dit Lucas avec son sérieux d'enfant de 12 ans. Un mardi après-midi, alors que je travaillais sur les plans d'un nouveau projet, Marion est entrée dans mon bureau. Elle avait une expression étrange, préoccupée. « Céline, il y a quelqu'un qui veut te voir. » J'ai levé les yeux. « Qui ?» Elle a hésité. « Julien, l'ami d'Olivier, celui qui t'avait envoyé des messages le soir de... Tu sais ?» Mon cœur s'est serré. « Qu'est-ce qu'il veut ?» Marion a haussé les épaules. « Il dit que c'est important, qu'il doit te parler. » J'ai soupiré. « Fais-le entrer. » Julien est entré quelques secondes plus tard. Il avait l'air embarrassé, mal à l'aise. « Céline, merci de me recevoir. Je sais que c'est délicat. » Je suis restée derrière mon bureau, professionnelle, distante. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» Il s'est assis sans que je l'y invite. « C'est à propos d'Olivier ?» J'ai croisé les bras. « Je ne veux rien savoir sur Olivier, ce n'est plus ma vie. » Il a levé la main. « Attends, s'il te plaît. Laisse-moi juste te dire quelque chose. Après, je pars, je te le promets. » J'ai attendu. Il a pris une grande inspiration. « Olivier, il est tombé très bas, Céline, vraiment très bas. Il a tout perdu, l'agence, son appartement, ses amis, même sa famille ne veut plus le voir. Sa mère est malade, elle ne lui parle plus. Son frère lui a tourné le dos. Il est seul. Complètement seul. » J'ai serré les mâchoires. « Et qu'est-ce que tu attends de moi, Julien? Que je le plaigne? Que je revienne vers lui? Que je le sauve encore une fois ?» Julien a secoué la tête rapidement. « Non, non, je ne te demande rien de tout ça. Je sais que c'est fini entre vous. Je sais qu'il a tout gâché. Mais je voulais juste que tu saches qu'il a compris. Enfin, trop tard, bien sûr. Mais il a compris ce qu'il a perdu. Ce qu'il a fait. Il pleure tous les jours. Il parle de toi, des enfants. Il dit qu'il donnerait tout pour revenir en arrière, pour être différent. » J'ai senti une douleur sourde dans ma poitrine. Pas de la pitié, pas de l'amour. Juste une tristesse universelle. Celle qu'on ressent devant un gâchis humain. « Julien, je suis désolée pour Olivier, vraiment. Mais sa vie ne me concerne plus. Il a fait ses choix. Maintenant, il doit vivre avec. » Julien a hoché la tête. « Je sais, je voulais juste, je ne sais pas, te dire ça. Peut-être pour lui, pour qu'il sache que j'ai essayé. » Il s'est levé. « Je vais y aller, désolé de t'avoir dérangé. » Quand il est parti, je suis restée assise à mon bureau, immobile. Marion est revenue. « Ça va ?» J'ai hoché la tête lentement. « Oui, ça va, c'est juste. Triste. Toute cette histoire est triste. » Marion s'est assise en face de moi. « Tu ne regrettes rien ?» J'ai réfléchi. « Non, je regrette le temps perdu, les années gaspillées. Mais partir? Non, c'était la seule chose à faire, la seule chose juste. » Le soir, j'ai raconté cette visite à Vincent.
Nous étions assis dans le salon, après que les enfants soient allés se coucher. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit « Tu sais ce que je pense ? Je pense qu'Olivier vient seulement de comprendre ce que beaucoup d'hommes comprennent trop tard. Qu'une femme forte, une femme qui donne tout, ne reste pas éternellement si on ne la respecte pas. Il pensait que tu serais toujours là, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et quand tu es parti, son monde s'est effondré, pas parce qu'il t'aimait vraiment, mais parce qu'il a perdu son filet de sécurité. » Ces mots ont résonné en moi. C'était exactement ça. Olivier ne m'aimait pas. Il m'utilisait. Il se servait de moi, de ma force, de mon argent, de ma capacité à tout gérer. J'étais son ancre, sa bouée. Et quand je l'avais lâché, il avait coulé. Simplement coulé. Avril 2025. Vincent m'a demandé en mariage officiellement. Nous étions en week-end à Honfleur, en Normandie, une petite ville portuaire magnifique. Le soir, nous marchions le long du vieux bassin. Les lumières se reflétaient dans l'eau. Le ciel était rose et orange. Vincent s'est arrêté. Il a pris mes mains. « Céline, je sais que nous en avons déjà parlé, mais je veux le faire officiellement. » Il s'est agenouillé. Mon cœur s'est arrêté. « Veux-tu m'épouser ?» J'ai éclaté en sanglots, des sanglots de joie. « Oui, oui, Vincent, oui. » Nous avons prévu un mariage pour septembre, simple, intime, à la mairie du 14e arrondissement, puis un déjeuner avec nos proches, ma mère, mon frère, mes amis, la famille de Vincent. Lucas et Emma seraient nos témoins. Rien de grandiose. Juste de l'authenticité, de l'amour, de la vérité. Mai 2025. J'ai reçu un dernier message d'Olivier. « Céline, je sais que tu ne veux plus avoir de contact avec moi. Je respecte ça. Mais je voulais te dire quelque chose. Juste une fois, je suis désolée. Pour tout. Pour toutes les fois où je t'ai fait du mal. Où je t'ai menti. Où je t'ai trahi. Où je t'ai humilié. Tu méritais tellement mieux. Tu mérites tellement mieux. Je sais que je ne peux pas réparer. Que c'est trop tard. Mais je voulais que tu saches que tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et que je l'ai détruite. C'est ma faute. Uniquement ma faute. Je te souhaite d'être heureuse. Vraiment heureuse. Et dis à Lucas et Emma que leur papa les aime. Même s'il a été nul. Même s'ils ne méritent pas leur amour. Je les aime. » J'ai lu ce message plusieurs fois. J'ai pleuré. Pas pour lui, pas pour nous, mais pour tout ce gâchis. Pour toutes ces années perdues. Pour tout ce qui aurait pu être différent si seulement il avait été quelqu'un d'autre. Ou si j'avais été plus courageuse plus tôt. Mais les si ne servent à rien. La vie est ce qu'elle est. Et maintenant, ma vie était belle. Vraiment belle. J'ai montré le message à Vincent. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il a lu. Puis il m'a regardé. Je pense qu'il a enfin compris. Mais tu sais quoi ? Ce n'est plus ton problème. Tu as tourné la page, et c'est tout ce qui compte. Il avait raison. J'ai supprimé le message. J'ai bloqué le numéro d'Olivier définitivement cette fois. Plus de contact, plus de retour en arrière, plus rien. Juin 2025. Lucas a eu son anniversaire. 13 ans. Il devenait un adolescent. Nous avons organisé une fête à la maison. Ses amis, ses cousins, de la musique, des jeux, des rires. À un moment, Lucas m'a prise à part. « Maman, merci. » J'ai froncé les sourcils. « Merci pourquoi, mon grand ?» Il a souri. « Pour nous avoir protégés, pour être partis cette nuit-là, pour nous avoir montré ce que c'est, le courage. » Mon cœur s'est gonflé. « Oh, Lucas !» Je l'ai serré dans mes bras. « C'est moi qui te remercie, toi et Emma. Vous êtes ma force. » Emma, elle, s'épanouissait. Elle faisait du théâtre maintenant. Elle adorait ça. Elle jouait, elle chantait, elle riait. Elle était heureuse. Un soir, après une de ses représentations à l'école, elle m'a dit « Maman, tu sais ce que je veux faire plus tard ?» J'ai souri. « Quoi donc, ma chérie ?» Elle a levé le menton fièrement. « Je veux être comme toi, forte, indépendante et heureuse. » J'ai fondu en larmes. Juillet 2025. L'été s'installait sur Paris, les vacances approchaient. Nous avions prévu de partir en Italie cette fois. Vincent, les enfants et moi, 2 semaines en Toscane, dans une villa louée près de Florence, des collines dorées.
Des cyprès, du soleil, de la Dolce Vita. Nous en rêvions tous les quatre. Mais avant de partir, j'avais une dernière réunion importante. Monsieur Delacroix, mon client de l'hôtel particulier du Marais, voulait me confier un nouveau projet, encore plus ambitieux, la rénovation complète d'un immeuble haussmannien avenue Montaigne, un projet pharaonique, qui nécessiterait 2 ans de travail. Une équipe plus grande, des investissements considérables, mais aussi une reconnaissance professionnelle énorme. La réunion s'est tenue dans son bureau, avenue Georges V. Monsieur Delacroix était accompagné de ses associés. Des hommes en costume, des regards sérieux, des calculettes et des tablettes sur la table. Madame Dumas, nous avons été extrêmement satisfaits de votre travail sur le projet du Marais. Vous avez dépassé nos attentes. C'est pourquoi nous souhaitons vous confier ce nouveau chantier, un projet qui pourrait définir votre carrière. J'ai écouté, j'ai posé des questions, j'ai négocié, et finalement, j'ai accepté. Nous avons signé le contrat. En sortant de cette réunion, j'ai appelé Marion. On l'a. « Le projet de l'avenue Montaigne !» Elle a crié au téléphone. « Céline, c'est incroyable, on va devoir embaucher, agrandir l'agence. » J'ai ri. « Je sais, on en parle à la rentrée. Là, je pars en vacances. » Le soir, j'ai raconté tout ça à Vincent. Il m'a prise dans ses bras. « Je suis tellement fière de toi, tu es extraordinaire. » J'ai posé ma tête contre son épaule. « Tu sais ce qui est extraordinaire ? C'est que je n'ai plus peur. Avant, j'avais toujours peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être assez bien, peur de tout perdre. Maintenant, je n'ai plus peur de rien, parce que je sais que je peux tout reconstruire, que je suis capable. » Il m'a embrassée. « Tu as toujours été capable, Céline. Tu l'as juste oublié pendant un moment. » Nous sommes partis en Italie début août. La villa était magnifique, entourée de vignes et d'oliviers. Une piscine à débordement avec vue sur les collines. Des soirées douces sous les étoiles. Des repas interminables sur la terrasse. Du vin, des pâtes, des rires. Lucas et Emma passaient leur journée dans la piscine. Ils exploraient les villages alentours. Ils goûtaient des glaces artisanales. Ils étaient heureux, insouciants, comme des enfants doivent l'être. Un soir, Vincent et moi étions assis sur la terrasse. Les enfants dormaient. Le ciel était noir et étoilé. Le silence était apaisant. Vincent m'a pris la main. « Céline, je veux te poser une question. » J'ai tourné la tête vers lui. « Vas-y. » Il a hésité. « Est-ce que tu penses parfois à lui, à Olivier ?» J'ai réfléchi, honnêtement. « Oui, parfois. Pas souvent, mais parfois. Je pense à ce qu'il est devenu, à ce qu'il aurait pu être. Mais ce n'est pas de la nostalgie, c'est juste. De la tristesse, pour tout ce gâchis, pour toutes ces années perdues. Mais je ne regrette rien. Partir a été la meilleure décision de ma vie. » Vincent a hoché la tête. « Je comprends. » Il a marqué une pause. « Tu sais, moi aussi j'ai pensé à mon ex-femme pendant longtemps. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose. Le passé nous construit. Mais il ne nous définit pas. Ce qui nous définit, c'est ce qu'on fait maintenant. Aujourd'hui. Et toi, aujourd'hui, tu es une femme incroyable, une mère merveilleuse, une partenaire exceptionnelle, et bientôt, ma femme. » Il a souri. J'ai senti mes yeux picoter. « Vincent, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Vraiment. » Nous sommes rentrés de vacances, fin août, bronzés, reposés, heureux. Les préparatifs du mariage s'intensifiaient. J'avais choisi une robe simple, blanche, élégante, sans fioritures. Vincent porterait un costume bleu marine. Lucas et Emma avaient leur tenue. Emma était surexcitée. « Maman, je vais porter une robe rose, avec des fleurs. » Lucas, plus réservé, souriait quand même. « Je suis content pour toi, maman. » Septembre est arrivé. Le jour du mariage, le 15 septembre 2025. Une journée ensoleillée, douce, parfaite. Nous nous sommes mariés à la mairie du 14e arrondissement, une petite salle, nos proches. Ma mère pleurait de joie, mon frère me serrait dans ses bras. Marion était là, rayonnante. Les collègues de Vincent, quelques amis proches, Lucas et Emma à nos côtés, nos témoins.
Quand le maire a prononcé les mots « Je vous déclare unis par les liens du mariage », j'ai senti quelque chose se libérer en moi, quelque chose d'ancien, de lourd, qui s'envolait enfin. Vincent m'a embrassée. Les applaudissements ont éclaté. Emma a crié « Vive les mariés !» Lucas a souri. J'étais heureuse. Pleinement, complètement, sans ombre, sans doute, sans peur. Le déjeuner s'est tenu dans un restaurant du 14e. Une longue table, des conversations joyeuses, des toasts, des rires. À un moment, Marion s'est levée pour porter un toast. À Céline, mon amie, ma partenaire, une femme qui a traversé la tempête et en est ressortie plus forte, plus belle, plus vraie, à Céline et Vincent. Puissiez-vous être heureux pour toujours. Tout le monde a levé son verre. À Céline et Vincent. En fin d'après-midi, alors que les invités commençaient à partir, Lucas m'a prise à part. « Maman, je peux te dire quelque chose ?» J'ai acquiescé. « Bien sûr, mon grand. » Il a pris une grande inspiration. « Je suis fière de toi. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Et je veux être comme toi quand je serai grand. Fort, honnête, capable de recommencer quand tout s'effondre. » Mon cœur s'est serré. J'ai posé mes mains sur ses épaules. « Lucas, tu es déjà tout ça, et bien plus encore. » Emma nous a rejoints. Elle s'est glissée entre nous. « Moi aussi je suis fière de toi, maman. Et je suis contente qu'on soit une vraie famille maintenant. » J'ai serré mes 2 enfants contre moi. Nous avons toujours été une vraie famille, tous les 3. Et maintenant, nous sommes 4, et c'est encore mieux. Le soir, Vincent et moi sommes rentrés à la maison. Les enfants étaient chez ma mère pour la nuit. Nous avions la maison pour nous. Nous nous sommes assis sur le canapé. Épuisés mais heureux. Vincent m'a regardé. Madame Vincent Moreau. Ça sonne bien? J'ai ri. En fait, j'ai gardé mon nom. Céline Dumas. C'est qui je suis. C'est qui je resterai. Il a souri. Je sais. Et c'est parfait. Nous avons bu un dernier verre de champagne. En silence, en appréciant ce moment, cette paix, cette plénitude. Puis Vincent a murmuré « Tu sais ce que je pense? Je pense qu'Olivier t'a rendu un service, sans le savoir, en te poussant à bout, en te forçant à partir. Il t'a libéré, il t'a permis de devenir vraiment toi-même. » J'ai réfléchi. Peut-être. Mais ce n'est pas lui qui m'a libéré, c'est moi. Moi qui ai décidé de partir. Moi qui ai eu le courage de dire stop. Moi qui ai choisi ma dignité plutôt que le confort des apparences. Vincent a hoché la tête. Tu as raison, c'est toi. Tout ça, c'est toi. Il a embrassé mon front, et je suis l'homme le plus chanceux du monde. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit d'octobre 2023. 2 ans depuis cette phrase qui avait tout fait basculer. Sors de la photo, ton visage gâche tout. 2 ans. Et pourtant, j'avais l'impression que c'était une vie entière, que j'étais devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne reconnaissais pas toujours, mais quelqu'un que j'aimais. Enfin. Nous étions en octobre 2025. Paris était magnifique. Les feuilles commençaient à tomber. L'air sentait la pluie et les châtaignes grillées. J'avais 49 ans maintenant, presque 50. Un chiffre qui m'aurait effrayé avant. Mais aujourd'hui, il me remplissait de fierté. J'avais survécu, j'avais reconstruit, j'avais prospéré. L'agence Dumas & Associés comptait désormais 15 employés. Le projet de l'avenue Montaigne avançait rapidement. Les magazines d'architecture en parlaient. J'avais donné des interviews, participé à des conférences. Mon nom était reconnu dans le milieu. Pas celui d'Olivier, le mien. Céline Dumas, architecte, femme d'affaires, mère, survivante. Lucas avait 13 ans. Il était devenu un adolescent réfléchi, sérieux. Il voulait faire des études d'ingénieur. Il passait des heures sur ses livres de mathématiques et de physique. Il me ressemblait. Cette même détermination, cette même volonté de réussir. Emma avait 11 ans. Elle continuait le théâtre. Elle parlait de devenir actrice, ou réalisatrice, ou les deux. Elle était lumineuse, joyeuse, libre. Vincent et moi étions mariés depuis 1 mois. Notre vie était douce, stable, paisible, pas parfaite, parce que la perfection n'existe pas, mais vraie, authentique,
respectueuse. Nous nous disputions parfois, comme tous les couples, mais nous nous respections toujours. Nous communiquions, nous nous aimions, vraiment. Un samedi matin d'octobre, j'étais sortie faire quelques courses au marché. Vincent préparait le déjeuner à la maison avec les enfants. Je marchais tranquillement dans les rues du 14e arrondissement. Mon sac en toile à la main, des légumes frais, du pain, du fromage. Les choses simples qui composaient notre quotidien. En passant devant le parc Montsouris, je l'ai vu. Olivier. Il était de l'autre côté de la rue, accroupi près d'un massif de fleurs. Il portait un uniforme vert, celui des jardiniers municipaux. Ses mains étaient dans la terre. Ses cheveux étaient complètement gris. Son dos était voûté. Il avait vieilli, tellement vieilli. Il paraissait 10 ans de plus que ses 43 ans. Mon cœur s'est arrêté. Pas de tristesse, pas de colère, pas de pitié non plus. Juste rien. Un vide étrange, comme si je regardais un étranger. Quelqu'un que j'aurais connu dans une autre vie. Une vie si lointaine qu'elle ne me semblait même plus réelle. Je suis restée là, immobile, quelques secondes, peut-être une minute, à le regarder. Il ne m'avait pas vu. Il était concentré sur son travail. Il plantait des tulipes jaunes et rouges. Ses gestes étaient lents, méthodiques, mécaniques, comme s'il accomplissait une tâche sans y penser vraiment, sans âme. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à tout ce que nous avions été, à tout ce qui s'était brisé, aux mensonges, aux trahisons, aux humiliations, mais aussi aux bons moments, parce qu'il y en avait eu, au début, quand nous étions jeunes, quand nous pensions que l'amour suffisait, avant que la réalité ne nous rattrape, avant qu'il ne devienne ce qu'il était devenu, un fantôme, un fardeau, un danger pour ma santé mentale. J'ai pensé à Lucas attendant 4 heures sur le perron, en pleurant, en ayant peur. J'ai pensé à toutes les nuits où je l'avais attendu, sans savoir où il était, avec qui. J'ai pensé à tous les mensonges, à toutes les excuses, à tous les « je suis désolé » qui ne voulaient rien dire. J'ai pensé à cette nuit d'octobre 2023, à cette phrase « Sors de la photo, ton visage gâche tout » et à la décision que j'avais prise, de partir, de ne pas me retourner, de me choisir, enfin. Olivier s'est relevé. Il s'est essuyé le front avec son avant-bras. Il a ramassé ses outils. Il s'est dirigé vers un autre massif, plus loin. Il ne m'avait toujours pas vu. Et je ne voulais pas qu'il me voie. Je ne voulais pas de confrontation. Je ne voulais pas de conversation. Je ne voulais rien. Plus rien de lui. J'ai repris ma marche. Lentement. Calmement. J'ai traversé le boulevard. J'ai continué mon chemin. Sans me retourner. Comme cette nuit-là. 2 ans plus tôt. Quand j'étais sortie de ce restaurant. Avec mes enfants. Avec ma dignité. Avec ma force. En arrivant à la maison, Vincent m'a accueilli avec un sourire. « Alors, ce marché ?» J'ai posé mes courses sur le comptoir de la cuisine. « Bien, j'ai trouvé de belles tomates. » Il m'a regardé plus attentivement. « Ça va ? Tu as l'air ailleurs. » J'ai pris une grande inspiration. Je l'ai vu. Vincent a froncé les sourcils. « Qui ?»« Olivier. Il travaille comme jardinier au parc Montsouris. » Vincent s'est approché. Il a pris mes mains. « Et comment tu te sens ?» J'ai réfléchi. Honnêtement, je ne ressens rien, vraiment rien, ni colère, ni tristesse, ni pitié, juste du vide, comme s'il n'était plus personne pour moi, un étranger. Vincent a souri doucement. C'est normal, tu as tourné la page, vraiment, complètement. J'ai hoché la tête. Oui, j'ai tourné la page. Et c'était vrai. Pour la première fois, je le sentais profondément. Olivier n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Plus aucune emprise, plus aucune importance. Il était devenu un souvenir, flou, lointain, sans consistance. Lucas et Emma sont arrivés dans la cuisine. « Maman, on a préparé un gâteau au chocolat. » Emma était couverte de farine. Lucas avait du chocolat sur le nez. J'ai éclaté de rire. « Vous êtes impossibles !» Je les ai serrés contre moi. « Mais vous êtes mes impossibles préférés. » Nous avons déjeuné tous les 4, autour de la table, en riant, en parlant de tout et de rien, de l'école, des projets,
des vacances à venir, de la vie, juste la vie, simple, belle, vraie. Après le déjeuner, Vincent m'a proposé d'aller nous promener. Juste toi et moi. Les enfants peuvent rester ici. On va prendre l'air. J'ai accepté. Nous avons marché jusqu'au parc Montsouris, le même parc où j'avais vu Olivier quelques heures plus tôt. Mais cette fois, il n'était plus là. Les jardiniers avaient fini leur travail. Les massifs étaient parfaitement entretenus. Les tulipes jaunes et rouges brillaient sous le soleil d'automne. Nous nous sommes assis sur un banc, face au lac. Des canards nageaient tranquillement. Des enfants couraient. Des couples se promenaient main dans la main. La vie. Partout. Vincent a passé son bras autour de mes épaules. Tu sais ce que je pense ? Je pense qu'il a peut-être compris. Enfin. Mais c'est trop tard. Et ce n'est pas ton problème. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu t'es protégé. Tu as protégé tes enfants. Tu as construit une nouvelle vie. Une belle vie. Et c'est tout ce qui compte. J'ai posé ma tête sur son épaule. Tu as raison, c'est tout ce qui compte. Nous sommes restés là, en silence, pendant un long moment, à écouter les bruits du parc, les rires des enfants, le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les arbres, à savourer ce moment, cette paix, cette plénitude. En rentrant à la maison, Emma m'a montré un dessin qu'elle avait fait. « Regarde, maman, c'est nous 4, notre famille !» Sur le dessin, 4 personnages souriants. Vincent, moi, Lucas, Emma, avec un grand cœur rouge au-dessus. J'ai senti mes yeux picoter. Il est magnifique, ma chérie. On va l'accrocher dans le salon. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Vincent et moi nous sommes retrouvés dans notre chambre, allongés dans le lit, dans le noir, main dans la main. « Céline ? Oui ? Tu es heureuse ?» J'ai souri dans l'obscurité. « Oui, Vincent, je suis heureuse, vraiment heureuse. » Il a serré ma main. Moi aussi. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à tout le chemin parcouru, à tout ce que j'avais traversé, aux tempêtes, aux doutes, aux peurs, aux larmes, mais aussi aux victoires, aux rires, aux joies, aux recommencements. J'ai pensé à cette femme que j'avais été, celle qui acceptait, qui se taisait, qui se sacrifiait, et à celle que j'étais devenue, celle qui disait non, qui posait des limites, qui se respectait. J'ai pensé à cette phrase qui avait tout déclenché. « Sors de la photo, ton visage gâche tout ». Cette phrase cruelle, humiliante, destructrice, mais aussi, paradoxalement, libératrice, parce qu'elle m'avait réveillée, elle m'avait secouée, elle m'avait forcé à voir la vérité, à accepter que je méritais mieux, que mes enfants méritaient mieux, que la vie pouvait être différente, belle, juste. Olivier avait pensé me blesser ce soir-là, me rabaisser, devant tout le monde, mais en réalité, il m'avait libérée. Il avait coupé la dernière corde qui me retenait. Il m'avait donné la permission de partir, de m'envoler, de devenir moi-même. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je ne lui en voulais plus. Je ne pensais presque plus à lui. Il était devenu une note de bas de page dans l'histoire de ma vie. Un chapitre fermé, terminé, archivé. Ma vie, maintenant, c'était Vincent, Lucas, Emma, mon travail, mes amis, mes projets, mes rêves, ma liberté. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé le plafond dans le noir, et j'ai murmuré, pour moi-même, « Merci. » Merci à cette femme que j'avais été, celle qui avait trouvé le courage de partir, celle qui avait dit « stop », celle qui s'était choisie. Merci à mes enfants qui m'avaient soutenue, qui avaient été ma force. Merci à Vincent qui m'avait montré ce qu'était le véritable amour, le respect, la partnership. Et merci aussi, d'une certaine manière, à Olivier, pour m'avoir montré ce que je ne voulais plus jamais accepter, ce que je ne méritais pas, ce que personne ne devrait accepter. La vie continue. Toujours, même après les tempêtes, même après les déchirures. Elle continue. Et elle peut être belle, vraiment belle, si on a le courage de se choisir, de se respecter, de dire non à ce qui nous détruit, et oui à ce qui nous construit. Je me suis endormie ce soir-là avec un sourire sur les lèvres, paisible, sereine, libre,
Et quelque part, de l'autre côté de Paris, dans un petit studio délabré, Olivier pleurait peut-être encore. Ou peut-être pas. Je ne le saurais jamais. Et je n'avais pas besoin de le savoir. Parce que sa vie n'était plus la mienne. Et ma vie, désormais, était exactement celle que je voulais vivre.